Bonjour à tous, on est parti aujourd'hui pour une interview d'un porteur de projet, création d'un jardin, un jardin familial en Loire-Atlantique. Bonjour Yvan. Bonjour Joris, bonjour à toutes et à tous. L'objectif de cette vidéo, c'est de pouvoir faire de cet exemple de projet un exemple inspirant, expliquer de quelle était la situation initiale, c'est quoi la vision de ce projet-là, et qu'est-ce que j'ai pu proposer en termes de design donc pour ce projet. Mm. Peut-être Yvan, tu pourrais nous aider à déjà nous éclairer sur déjà dans quel contexte on se trouve. On est dans un contexte où j'ai acheté une maison. Donc, il y avait une maison qui était sur une propriété de 1600 mètres carrés. Donc, il y a un jardin, grosso modo, c'est un carré de 40 mètres par 40 mètres, avec une maison qui est en plein milieu. Évidemment, le jardin avait déjà des aménagements, il y avait déjà quelques arbres, beaucoup de haies en périphérie. Et moi, voilà, c'est ça, tu me montres à l'écran. Et donc, en fait, moi, ce que je voulais, c'est exploiter le terrain de sorte, enfin, ou en tout cas une bonne partie du terrain, de sorte que ce soit un jardin productif, donc sur lequel il puisse y avoir fruits, légumes, qu'on puisse en avoir toute l'année, et que ce soit fait, enfin voilà, qu'il puisse y avoir des fleurs tout le temps, que ce soit à la fois joli et à la fois utile. Et quand je dis utile, c'est pour nourrir, donc là, c'est en l'occurrence une famille de 4 personnes, euh, donc sur une bonne partie de l'année. Mm. Donc voilà, c'était. Ouais, la situation initiale, on voit en tout cas pas mal de choses déjà sur cette photo satellite. On a la chance d'avoir un environnement boisé à l'ouest. Ça, c'est un point intéressant, je veux dire, on a une bonne coupure par rapport aux vents dominants en Loire-Atlantique, qui sont des vents d'ouest. Et puis on sait que c'est là où va se trouver l'essentiel de la biodiversité sur le site. Alors après, encore faut-il que cette biodiversité après puisse circuler, mais c'est déjà un point très positif. Après, c'est vrai qu'on est sur l'emplacement, on va dire une disposition typique de maison pavillonnaire, c'est-à-dire qu'elle est mise au centre de la parcelle, ce qui a des avantages et des inconvénients. Voilà, ça a pour avantage que tous les endroits du jardin sont à une distance relativement égale par rapport à la maison. Il n'y a pas d'endroits qui sont particulièrement éloignés. Mais par contre, ça rend un peu moins évident la disposition finalement, l'organisation de l'espace. Qu'est-ce qu'on met où? C'est un peu moins Ouais, évident. c'est ça. C'est ça. Et donc, en fait, si tu regardes sur le schéma, donc là, le nord est en haut, hein, Mm. donc, et la partie, donc, il y a deux parties par rapport à la maison qui est, enfin, à la maison dans sa longueur. Donc, il Mm. y a la partie qui est à l'ouest de la maison, donc à gauche sur la photo, qui est la partie qui va être plus là où les enfants jouent, qui est à l'arrière de la maison par rapport à l'entrée, et l'autre partie à l'entrée. Donc, c'est surtout la partie, enfin, les parties qui sont au sud et à l'est. Enfin, en fait, tout va être aménagé, mais disons que la partie qui va être le plus exploitée, ça va être la partie qui va être à l'est, et des zones où il y a plus de pelouse qui vont être laissées sur la partie ouest en tant que, enfin, Mm. comme terrain de jeu des enfants, hein. Ouais. Parce qu'effectivement, là, on a une pergola, une Oui, terrasse. Bon, c'est naturellement l'espace, on a envie d'aller, de prendre du temps, passer du temps en famille, effectivement. Ce qui fait que, assez naturellement, il y a un usage moins spontané, on va dire, les parties qui sont au sud et à l'est et c'est au ça, nord du bâtiment. tout à fait. Euh, bon, pour compléter le tableau, hein, donc on a la route, on voit sur l'est, et puis j'ai une haie de laurier et palme, tout à fait classique, en bordure. Après, on a aussi un peu de haies, mais je veux dire, c'est très hétérogène par rapport au voisinage au sud et au nord. Euh, c'est vrai que sur la photo, on a l'impression d'avoir une coupure continue, mais c'est assez irrégulier en fait, Ouais, c'est ça. sur le Il y a terrain. un petit peu de laurier palme, il y a quelques arbustes, Mm. puis il y en a chez le voisin, il y en a sur ma parcelle, il y en a un peu des deux côtés, parce que je pense qu'avec le temps, les voisins ont mis chacun leur truc, enfin chacun leurs essences d'arbres ou d'arbustes pour cacher le vis-à-vis.
Mm. Donc voilà, bah, comme tu dis, très hétérogène. Bon, après, il faut composer, voilà, justement, Mm. hein. T'as su proposer des choses pour voilà, composer avec. Yes. Et une autre contrainte aussi à anticiper dans tout ça, c'est le fait qu'on a une fosse septique. Alors, hop, je trouve ici, donc ça veut dire aussi anticiper le fait qu'on ne peut pas implanter d'arbres ou d'arbustes et qu'il y a cette problématique aussi de laisser une accessibilité Mm. pour l'équipement. Ouais, c'est ça. Donc, Euh, on la voit sur la photo. On voit voilà, l'herbe pousse pas de la même manière juste au-dessus de la fosse mm, septique. Donc, on voit le tracé mm. sur le plan satellite. Et donc, Et effectivement, à un cet local. endroit-là, on ne peut pas Ouais, planter de choses. Voilà. Et puis, excuse-moi, puis oui, il y a un hangar. C'est un hangar qu'on voit juste ici. ça marche. Et donc entrée depuis la route, hop, par ici. Et on a cette allée gravillonnée très large qui va jusqu'à la maison. Voilà, c'est ça. Alors, voilà, bon, ça c'est à grands traits la situation initiale. Et bon, je pense qu'on a voilà, donné l'intention déjà, de base, ce vers quoi tu voulais aller. Et bon, bah, après, voilà, une première visite sur site, un travail de réflexion, un travail de design. On en est arrivé. Alors, je vais changer, hop là, d'affichage. Voilà, on en est arrivé à cette conception-là. Euh, bon, il y a beaucoup de choses. On va peut-être commencer par expliquer les choses qui sont finalement les plus simples, qui sont les haies vis-à-vis de la route, vis-à-vis du voisinage. Bon, vis-à-vis de la route, il n'y avait pas grand-chose à changer, parce on a déjà une haie qui est très opaque, mais il y avait quand même cette ouverture vis-à-vis de la route à ce niveau-là. Donc l'idée ici, c'est de faire de la plantation de bambou. Alors, pas n'importe quel bambou, des bambous qui vont se maintenir à 3 mètres de hauteur, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à ce que ça soit plus haut que ça. C'est ça, c'est grosso modo la hauteur de la haie de Voilà. laurier palme. Et puis, c'est juste pour, voilà, il y avait voilà, une vue sur le terrain à cet endroit-là depuis la route. Euh, donc, voilà, des bambous Hmm, cespiteux qui sont non tout à traçants fait. à cet endroit-là. Ouais, parce que c'est effectivement, c'est toujours la grande crainte lorsqu'on met du bambou, il va tout envahir. Bon, bah, une solution de facilité, ça va être de prendre des espèces qui sont donc dites cespiteuses, c'est-à-dire qui ne se reproduisent pas par leur système racinaire, ça se reproduit uniquement par les graines. Et donc ça se maintient beaucoup plus facilement. Pas besoin de mettre en place des barrières anti-rhizomes, contrairement aux autres espèces. Voilà. Donc, puis l'idée c'était aussi d'apporter une autre touche, une autre esthétique dans cette haie qui était jusque-là très uniforme. Euh, et puis là on a des plantations de hêtres, mais ils sont assez espacés les uns des autres, donc il y a quand même un certain vis-à-vis par rapport au voisinage au sud. Donc là, on est sur ce qu'on appelle les arbustes de bourrage bas, c'est-à-dire des arbustes qui montent jusqu'à 3 mètres de hauteur max, grand max à maturité, et qui sont persistants pour un objectif de brise-vue. Mais aussi Après, avec un choix des espèces pour étaler les floraisons dans l'année. c'est ça. Et en fait, les hêtres, c'est ça, c'est que le feuillage des hêtres est assez haut. Donc, au final, je pense qu'au moment où ils ont été plantés, c'était peut-être une bonne solution, mais maintenant, ils ont grandi, les hêtres. Mm, mm, Et du coup, bon, c'est assez joli, mais ça brise pas tout. C'est d'où le rajout de ces arbustes. mm, mm. Ouais, en tout cas, c'est toujours un point important dans la conception des haies notamment. C'est d'anticiper cette floraison sur les 12 mois de l'année pour qu'on ait de la nourriture pour les pollinisateurs. Et on trouve la même réflexion pour la haie qui se trouve au nord. C'est vrai qu'il y a une haie existante, mais là aussi c'est une haie monovariétale de laurier palme. Ça n'a pas un grand intérêt esthétique et ça n'a encore moins d'intérêt pour la biodiversité. Donc l'idée c'est de faire une transition par étapes par rapport à l'existence, c'est-à-dire pas tout faucher d'un coup, non, mais faire une ligne de plantation qui est juste à côté de la existante. Et une fois que ces nouveaux arbustes se seront bien développés, bon, bah, il y aura la possibilité de pouvoir supprimer la haie précédente.
Donc même un peu même topo, c'est-à-dire qu'on est essentiellement sur des essences persistantes. Alors je vais peut-être afficher d'ailleurs la légende. Hop là, voilà. Euh, bon, je vais pas rentrer dans tout le détail, mais enfin, voilà, c'est là on a toute la liste des arbustes de haies. L'objectif, c'est étant de mixer ces différentes fonctions. Brise-vue, c'était clairement la priorité. Euh, D'où l'aspect persistant et qui pousse vite. Mais aussi tellement des floraisons et varier, amener de la variété aussi au niveau du type de feuillage et des couleurs de feuillage. Un choix pour simplifier on va dire tout ça, c'était de pas mettre la notion de production comestible au niveau de ces haies-là. Euh, et bon, ça c'est des choses, donc ça c'est des choses plus finalement plutôt simples. Le long, au niveau de l'atelier, bon, on a un atelier qu'on va continuer à servir, mais qui est effectivement il y avait déjà quelques plantations hein, Il y a deux pommiers, de pommiers en espalier, oui. ouais, c'est ça, Mm. deux pommiers en espalier qui sont côté est. Et puis, côté sud de l'atelier, il y a enfin, à l'angle, il y a un pied de vigne. Mm, mm. Mais donc ça a laissé quand même pas mal de place. On s'était dit bon, bah là on a quand même une surface verticale qui est intéressante, c'est bien exposé, il y a la masse thermique du bâtiment. Autant en profiter. Alors pas mettre des arbres, ça serait trop grand. Mais par contre des plantations de fruits rouges qui sont bien adaptées à une pleine exposition, du cassissier, du framboisier, de la casseille. Ça pour le coup ça paraissait la solution simple quoi, à ce niveau-là. Et juste le coin dans ce coin sud-ouest ici, on a décidé de mettre deux haies fruitières. Alors, il y a déjà donc un arbre fruitier, mais donc l'idée c'était qu'on voit ici d'ailleurs sur la photo derrière. L'idée c'est de densifier, d'amener d'autres productions. Alors là on est sur un cas un peu particulier. Alors c'est un endroit qui a un ensoleillement assez correct, avec quand même de l'ombre portée qui vient depuis le sud, depuis l'ouest. Donc en tout cas on n'a certainement pas de surchauffe estival. On a une certaine humidité aussi qui est liée à l'environnement boisé à proximité. C'est assez, ça va être assez fréquenté, c'est proche de la terrasse. Donc on peut faire de la récolte régulière. Et voilà, un parti pris ici, c'est peut-être sur des arbres fruitiers de petite taille, contrainte d'espace oblige, et de privilégier d'ailleurs plus spécifiquement des essences acidophiles, qui apprécient un terreau acide. Voilà, c'est pour avoir une certaine diversité, mais qui est spécifique à ce type de sol-là. Et donc là, on met deux haies. En fait, il y avait une haie, enfin, il y a une haie qui était là. Mhm. C'est encore du laurier palme, en fait. Donc, qui sert à rien, hein, parce que là, Mhm. il y a aucun vis-à-vis, il y avait aucune. En tout cas, elle ne servait plus à rien, puis elle n'avait pas d'intérêt pour la biodiversité. Mhm. Ouais, c'est sûr. Euh, alors, au niveau voilà, des haies fruitières du sud-ouest, on est sur des espèces qui sont bien adaptées pour un stéro, donc acidophile. Bon, un terreau acide, pardon. Hérelle rouge, amélanchier, aronia, cambrésier, canneberge, cognacier, myrtille, néflier. Des essences qui apprécient aussi le fait de ne pas exposer sur un endroit très ensoleillé, justement, puisque ce sont plutôt des essences de lisière forestière, voire de sous-bois. Donc là, on a à la base un biotope qui correspond plus relativement bien à ça. Donc c'est toujours une démarche qu'on a, en tout cas, je dirais, dans le regard d'un permaculteur, c'est se dire, ok, quels sont les biotopes existants? Et on va en tirer parti, c'est-à-dire trouver après des espèces qui sont adaptées à ce type de biotope-là. Alors, on a déjà un sol qui est un peu acide hein, à la base, mais après ce caractère acide est renforcé par un petit apport aussi de terre de bruyère. Euh, pour la partie nord, finalement, les choses c'était plutôt simple, parce que comme voilà, il y a quand même un ensoleillement qui est réduit, et puis
l'endroit de par là de sa disposition, c'est un endroit qui est peu fréquenté. L'idée, c'est de réserver cet espace à des cultures qu'on appelle des cultures rustiques, c'est des cultures qui demandent peu d'entretien, euh, comme du topinambour. Voilà, c'est donc pour valoriser Voilà, un c'est ça. espace. Exactement, c'est l'endroit où on va le moins naturellement, en fait. Euh, donc oui, oui, c'est sûr. Et c'est comme ça qu'il fallait l'exploiter. Ouais. Et puis finalement, pour le reste du terrain, là pour le coup, on aura une utilisation beaucoup plus importante. Alors, euh, peut-être on peut commencer par le circuit de l'eau, c'est-à-dire que on a jusque-là pas de valorisation des eaux pluviales, mais on a des descentes d'eau pluviales dans ces coins de la maison. Et donc là, c'est vraiment sur une disposition qui est simple, c'est-à-dire faire un raccord avec ces descentes d'eau pluviales pour alimenter des cuves IBC qui sont positionnées en série, avec un kit de raccordement entre elles, et qui après, l'eau en sortie de ces cuves est mise en pression via un groupe de surpression. C'est un petit groupe qui met de l'eau à pression à 2 bars, pour que ça puisse après desservir un système d'arrosage qu'on peut programmer pour limiter beaucoup le temps consacré à l'arrosage, qui sinon effectivement pour une surface comme celle-ci qui devient vite très chronophage. Euh, et Ouais, ouais. c'est sûr que c'est sûr que la surface est importante. Donc non, mais sans système automatisé, ce serait juste pas possible, quoi. À moins d'y passer sa vie. Mm, C'est pas ça faisait pas partie des objectifs. mm. Euh, alors là, donc on a cette terrasse, hop, on passe au-dessus d'une arche, c'est-à-dire qui est, voilà, qui est rénovée, et puis on arrive sur finalement le coin des aromatiques, parce que on a une bonne exposition au soleil, c'est très accessible Et, depuis la maison pour accéder à la cuisine, donc c'était finalement un emplacement qui paraissait logique. et puis c'est aussi au-dessus de, de la partie, mince, comment ça s'appelle, de la cuve. Euh, ah mince, je perds le Oui, nom. de la fausse Tozo? De la fosse septique. De la fosse septique. Ouais, Oui, oui, tout à ouais, fait. tout à fait. Ouais, de toute façon, donc, ça veut dire contrainte, il faut que les plantes, si on en met, aient un très peu d'enracinement, ce qui est le cas des plantes aromatiques, hein, on est sur une très faible profondeur d'enracinement. Avec cette disposition en arc de cercle, et ça permettait d'apporter quelque chose d'assez esthétique et de finalement faire un rayonnement à partir, vous voyez, on voit de la serre à semis qui sera implantée collée vraiment sur cette façade sud du bâtiment qui est très exposée. Euh, voilà, avec une disposition pour simplifier, on va dire, l'organisation des espèces cultivées avec une espèce par petite planche. Après, c'est surtout de l'espèce aromatique méditerranéenne, comme on est sur une exposition au soleil très forte. Et sur le reste du jardin, donc on est sur un potager, un mandala. Il y a ce mariage donc entre la fantaisie de la forme euh, et en même temps c'est aussi structuré par la présence d'arbres fruitiers Bastige. Voilà, c'est ceux qui sont représentés, on voit avec différents coloris. Euh, donc après bon, pour le coup il y a une vraie complexité cultivée. Ce qu'on voit, alors si je zoome un peu d'ailleurs, voilà. Ce qu'on voit, hop, un petit cercle, ça va correspondre à tout ce qui va être des strates fruits rouges, finalement, des choses pérennes. Dans choses pérennes, bien sûr, on a les arbres, et puis on a aussi beaucoup de légumes dits perpétuels, des légumes vivaces, qui sont dans cette partie, on va dire ce cercle au sud. Trévent, tu peux nous dire 2 mots sur pourquoi un potager mandala, pourquoi Oh, cette ouais, ouais, tout disposition? à fait. Moi, je suis énergéticien et j'avais envie de retranscrire certaines choses. Enfin, voilà, je sais que la disposition d'un jardin de cette manière, ça va apporter de bonnes énergies au jardin, aux plantes qui grandissent. Alors, pardon, j'ai mon bébé qui pleure. Je suis désolé pour le bruit. Euh, et donc, du coup,
Voilà, je voulais faire quelque chose. Je voulais faire quelque chose absolument de ce type, hein. Donc c'est vrai que c'est moi qui ai originé cette partie du jardin. Je l'ai revu en fait je l'ai revu depuis parce qu'en fait, Hmm, en représentant sur le terrain vraiment ce que ça allait donner, je me suis dit que ça allait être trop complexe d'accord. et qu'il y aurait trop de petits espaces les uns sur les autres. Donc je l'ai simplifié depuis. Hmm, ouais. C'est vrai que sur les jardins mandala, il y a toujours une tension entre l'envie de faire quelque chose qui peut être fait très esthétique sur le papier, mais finalement vite très complexe, et en même temps la tension, donc l'autre extrémité qui est chercher à simplifier le dessin pour simplifier bah, non seulement sa création, mais aussi sa conduite par la suite. Euh, En tout cas, je pense que une première chose à mettre en place quand on fait des jardins mandala, c'est préciser quelles sont les centralités. Voilà, bon là il y en a trois. Et quelles sont les circulations principales. S'assurer qu'on puisse bien circuler dans l'espace. Euh, euh, Après, sur le... Donc pour ça, voilà, c'est ça. Il y a une allée qui fait 1 mètre de large au milieu. Et puis entre chaque espace, c'est un petit peu plus réduit. Mais bien sûr, et en fait, ça se fait assez. Enfin voilà, comme tu dis, il y a des points centraux. Enfin, il y a les allées, enfin, principalement une allée. Mhm. Et puis après, ça tourne autour des arbres, en fait, qui ont une certaine. Enfin, voilà, qui sont assez bien disposés. Enfin, on le voit bien sur ce dessin. Ça n'a pas bougé, hein. J'ai repris les mêmes dessins, c'est juste un peu simplifié. Donc voilà, allée centrale. Et puis après, ben, enfin, voilà, toujours des pas, des passages pour qu'on puisse circuler assez facilement, quoi, dans l'allée centrale avec une brouette. Hmm. Après, c'est vrai que sur le comment est-ce qu'on traite ces circulations dans des espaces un peu complexes comme ça, il y a toujours une pluralité de choix. Ça peut être juste de laisser la pelouse existante, mais ce qui suppose derrière de la tonte. Et le travail de tonte va être un peu long hein, dans ce genre de disposition, on le comprend assez facilement. Quoique c'est bon, ça peut être un choix pour pas artificialiser le sol, pas faire pour que la création soit simple, et puis l'herbe qui va être coupée va être mise sur les planches, donc ça fait un petit apport de matière azotée sur les planches, un petit apport de fertilité. C'est une façon de gérer ça. Ça peut être aussi par le fait de mettre un film géotextile, certes léger, mais qui empêche tout enherbement. Là, ça veut dire c'est la solution radicale pour contrôler l'enherbement et qu'on n'ait plus de job de désherbage par la suite. Alors après, en mettant après un revêtement végétal ou minéral dessus, ou encore mettre uniquement un revêtement minéral ou végétal, comme de l'écorce de bois. Personnellement, j'aime beaucoup l'esthétique qu'apporte l'écorce de bois, sachant qu'il y aura quand même, ça voudra dire qu'il y aura du job en matière de désherbage. Alors, il y en aura moins que si on avait laissé évidemment la pelouse. Si on apporte de l'écorce de bois, ça veut dire d'abord qu'on décape la pelouse, puis ensuite j'apporte au moins 5 centimètres, si ce n'est plus, d'écorce de bois. Euh, mais il y aura tout de même, quelques fois par an, un job de désherbage à faire. Bon, donc c'est différentes options. On voit qu'il y a toujours des arbitrages à faire entre la complexité de la mise en œuvre, le coût de la mise en œuvre, le temps à passer à l'entretien, puis des parties pris aussi au niveau écologique et en termes d'esthétique. Voilà, c'est ça. Il n'y a rien qui est parfait, mais c'est vrai que je voulais éviter de mettre du géotextile ou de rajouter du plastique dans la terre. Mm. Bon, bah voilà, ça se fait au prix de, voilà, d'un Mm. désherbage un peu Ouais. plus, enfin, d'un désherbage assez fréquent, quoi. Mm. Euh, bon, après, la présence de ces arbres, là, on voit c'est des arbres fruitiers on choisit des sujets qui vont être de petite taille, qui vont être même d'ailleurs régulés par la taille, hein, euh, pour que ça puisse bien se marier avec les légumes. Les légumes. Euh, donc voilà, voir une diversité cultivée, mais en même temps garder un bon espacement. Donc pour qu'on finalement on retrouve les intérêts d'un système agroforestier, c'est-à-dire apporter de l'ombrage, apporter de la tempérance climatique, de la régulation de l'humidité ambiante grâce aux arbres, ce dont bénéficient les légumes. Et en même temps prévenir les éventuelles compétitions
qu'il peut y avoir entre arbres et légumes, compétition euh, au niveau du système racinaire. C'est pour ça qu'on prend aucun arbre fruitier avec des systèmes racinaires traçants. Alors, compétition, on pense souvent compétition pour la lumière. En fait, je pense enfin, c'est à modérer puisque en réalité, la plupart des légumes se plaisent très bien avec un ensoleillement modéré, on va dire de 6 heures par jour environ. Ils n'ont pas besoin tous d'être exposés à H24 en plein soleil. Euh, Certains, oui, notamment de la famille des cucurbitacées et des solanacées, mais tout de même la plupart des espèces que couramment on fait pousser dans les potagers, une situation d'ombre légère leur convient très bien, même souvent plus qu'un plein ensoleillement. Euh, Bon, après, il y a d'autres petites choses dans la conception, la rénovation d'un massif ornemental qui était présent ici, mais qui était assez disparate. Voilà, pour renouveler, apporter d'autres, cette fois-ci sur des espèces ornementales, hein, pour apporter d'autres coloris. Euh, alors si je reprends d'ailleurs ce qu'on avait mis au niveau de la légende, voilà, massif coloré, la bruyère rustique, du Cerostigma velostinenium, des corbeilles d'argent, fuchsia, jasmin étoilé ticricolore, du bambou sacré, hein, du Nandina domestica et de la spirée. Là, on n'est que sur des espèces ornementales, mais avec une grande diversité, par contre, en termes de type de feuillage, couleur de feuillage, en termes de floraison. Euh, Voilà, voilà. Et puis oui, je vois à la lecture de la légende que j'oublie aussi, les fleurs vivaces comestibles. Euh, le choix a été fait d'en mettre aussi proche des circulations, des allées. Alors, la consoude. Alors, quand on parle consoude, on pense tout de suite à la feuille. Et c'est vrai que la feuille, c'est intéressant. On peut faire des coupes régulières et la porter au sol en termes d'entretien de la fertilité, c'est intéressant. Mais la fleur, effectivement, se mange. Les hémérocales, alors il existe une cinquantaine d'espèces d'hémérocales, hein, une grande diversité là-dedans. En tout cas, c'est des fleurs vivaces comestibles avec un coloris très spectaculaire, très vif. Il y a une grande gamme de couleurs finalement, du jaune jusqu'au rouge pourpre. Et puis la monarde rouge également, une autre vivace comestible qui est moins connue. Et ouais, c'est assez, voilà. On les a, on les retrouve à plusieurs endroits au niveau en tout cas proche des circulations principales, voilà, sur le site. Euh, voilà, j'ai l'impression qu'on a fait le tour de tout ça. Après, c'est vrai que quand on fait un jardin mandala aussi, du fait de la complexité de la forme, c'est important pour pouvoir s'organiser, anticiper les plantations, d'avoir une numérotation. Si on zoome un peu plus, voilà, toutes les parcelles sont numérotées. Ça, c'est finalement pour s'y retrouver derrière quand on fait de la planification des cultures, là. Que ça aussi bien pour d'ailleurs des plantes annuelles que des plantes vivaces. En tout cas, pour pas s'emmêler les pinceaux, ce qu'on a vite fait de faire si on prend pas la rigueur de s'organiser comme ça, parce que on comprend bien on peut vite s'y perdre de qu'est-ce qu'on va planter où, qu'est-ce qu'on a planté où. Et ça peut être complété par des petits écriteaux comme des écriteaux en ardoise sur chacune des plates-bandes avec le petit numéro et puis éventuellement aussi les espèces cultivées. Oui, bah ça, c'est impératif, hein, parce que vu le nombre d'espèces qu'il y a, sinon je ne saurais pas ce qui est où. Enfin, je ne pourrais pas m'y retrouver en fait. C'est sûr. Oui, puis il y a une autre petite chose aussi dans l'aménagement, c'est, on voit bien ici, prendre de l'espace, gagner de l'espace sur l'allée de gravier très large qui se trouve ici. Là, donc ça suppose de détruire la barrière, enfin la lisière en béton qui se trouvait sur le bord là, d'en recréer une autre
là. Alors non pas en béton cette fois-ci, mais en écolate, c'est-à-dire c'est du polyéthylène recyclé. Voilà, ça fait des bandes de 15 centimètres qu'on enfonce, on laisse 5 centimètres au-dessus du sol, et ça permet de faire des délimitations bien propres. C'est intéressant dans ce genre de situation. On veut vraiment être bien délimiter des parties qui restent gravillonnées et les parties cultivées. Après, il y a un gros job. Après, c'est du terrassement hein, pour hop, chasser le gravier comme on le peut de cette partie-là, l'amener ailleurs, l'amener sur le côté, je veux dire. Et puis après, ça dépend ce qu'on va trouver dessus. C'est parfois juste de la terre qui est compactée et damée. On va pouvoir retravailler. Alors, mieux vaut avoir un motoculteur ou un motobineur pour ça, parce que manuellement, c'est extrêmement difficile. Parfois, on a un film géotextile, donc il faut enlever. Voilà. Après, c'est que sur les allées gravillonnées, on peut avoir. Il y a toujours un aspect surprise, quoi, sur ce qu'on peut y trouver en termes de strat. Voilà. Donc là, j'ai pas encore découvert, mais avant la fin de l'année, ça sera découvert. Et puis, pour la création de toutes ces planches de culture, il y a un apport assez conséquent à faire de compost et de broyat végétal, pour rebooster la biologie du sol et pour ramener beaucoup de fertilité sur ce sol qui est quand même qui est que pauvre, hein. Tout donne, en tout cas à le penser, un niveau de forte compaction et peu d'activité biologique visible. Les quelques plantes bioindicatrices qui sont présentes indiquent qu'on est sur un sol tassé et voilà, qui présente peu de fertilité. Donc gros travail d'aggradation à faire. Puis gros chantier donc derrière de mise en œuvre, puisque faut déjà dans un premier temps délimiter. On voit bien toutes ces plates-bandes de culture, alors avec une ficelle et des piquets quoi pour que ça soit bien clair. Puis amener, donc enlever la pelouse existante et amener le compost, broyat, pour constituer finalement ces nouvelles plates-bandes. Voilà, je pense qu'on a assez bien décrit le concept. Yvan, tu as d'autres choses Oui, à ajouter? ouais, non, moi, c'est ça, enfin, c'est même très bien décrit dans le détail maintenant, mais c'est ce que je pourrais, enfin, j'ai rien à rajouter, mais je veux dire, ça répondait vraiment à mon attente, et, enfin, et même davantage, parce il y a toute une partie, euh, tu vois, la partie de la haie du Nord, par Mm. exemple, qui était vraiment un enrichissement par rapport à ma demande, enfin, des choses. Voilà, tu as amené pas mal de choses auxquelles j'avais pas pensé, en fait. Enfin, des choses qui ne faisaient pas partie de ma demande, en fait, et qui sont, en fait, des super suggestions pour améliorer le jardin, la biodiversité, l'esthétique aussi. Donc, non, non, c'est top. C'est Ok. vraiment top. Et puis, c'est vrai qu'au début, j'étais assez ambitieux, enfin, à la fois dans le dessin du mandala, ça j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais aussi dans le. Je me dis, allez, je vais tout faire pour l'année prochaine. Et puis, en fait, bon, bah, je m'aperçois que vie de famille, d'ailleurs, ça se voit là maintenant, plus, bah, voilà, plus la vie, tout le temps, bah, je pense que je vais faire ça en 2 ans plutôt que 1 an. Euh, donc, mais bon, en tout cas, ce sera fait. Enfin, voilà. Et puis, c'est un plaisir de s'occuper de ça et de faire cette transformation. Mm. Oui, bah il y a de quoi faire. Je pense Oui, que il y a de quoi faire, il y a du boulot. t'occuperas pendant quelques années hein, quand même tout ça, hein. Oui, oui, oui. Bon, bah ça marche. Hop là. Bon, écoute, merci Yvan pour ton retour là sur ce design et puis j'espère que ça aura pu vous inspirer pour vos projets de jardin. Je propose régulièrement des webinaires qui portent sur ce type de thématique et une offre de séances de conseil et de design pour la création de jardin. Je vous mets les liens si vous voulez en savoir plus en dessous de la vidéo. À bientôt. Merci beaucoup, Joris, à bientôt.